Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Quels sont les chantiers engagés par la Bibliothèque nationale pour moderniser le dispositif institutionnel en ce qui concerne la lecture publique? Vous suivrez à ce propos le nouveau directeur général de la structure dans cette édition. Nous parlerons également des causes de la mauvaise haleine buccale et comment faire pour y remédier. Ce sera dans un magazine de la rédaction sur l'hygiène bucco-dentaire. En Afghanistan, après la prise du pouvoir ce dimanche, les insurgés ont tenu ce mardi une première conférence pour rassurer sur leur intention. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La Bibliothèque nationale s'attelle depuis peu à concrétiser la volonté du gouvernement, celle de moderniser le dispositif institutionnel en ce qui concerne la lecture publique. Plusieurs chantiers sont engagés ces derniers mois. Le nouveau directeur général de la structure, Kofi Atele, en a parlé lors d'une causerie avec les hommes des médias. Suivez un extrait de ses propos recueillis par Clémence Tonoucoin et Denis Maroya. Nous avons engagé plusieurs chantiers. Il y a d'abord la question des bâtiments, de l'infrastructure globalement. Lorsque le site n'est pas attrayant, personne ne vient. Quand vous rentrez à la Bibliothèque nationale, vous avez le bâtiment administratif qui fait face directement à l'entrée principale et vous avez le bâtiment de recherche qui est juste à votre droite. Donc ces deux bâtiments sont actuellement en chantier. Il y a un troisième bâtiment qui est derrière, qui est le bâtiment dédié à la conservation des fonds rares, des fonds en péril, des fonds anciens, des fonds coloniaux qui sont au niveau de la Bibliothèque nationale, que nous avons également engagés. Donc nous avons engagé également le chantier. Donc les trois bâtiments sont actuellement en chantier, ce qui crée, comme on peut l'imaginer, des désagréments. Le deuxième chantier concerne le fonds documentaire de la Bibliothèque nationale. Le fonds, il est vieux, mais l'une des vocations de la Bibliothèque nationale, justement, c'est de préserver le fonds ancien. Donc il y a le volet fonds ancien, mais il y a également le volet où les plus jeunes viennent pour lire, disons-le simplement pour lire. On fait une opération de désherbage, c'est le terme technique dans le domaine de la documentation. Le désherbage nous a permis de traiter à peu près 42 000 livres qui étaient initialement destinés à être vidés des collections. Et ça nous a permis, par exemple, de sortir de nos collections à peu près 15-19 000, de programmer la réinsertion de presque un peu plus d'une vingtaine de milliers de titres également qui vont être réintroduits dans nos collections, de réparer 1 millier à peu près. Donc c'est autant de choses qui ont été faites. Le troisième chantier qui est même le cœur même de l'approche gouvernementale, c'est la modernisation. Quand on dit numériser la Bibliothèque nationale, c'était l'appellation initiale. Mais on ne numérise pas une bibliothèque. On dématérialise l'accès à ses services et à ses ressources. Parce que l'une des faiblesses que nous avons constatées aussi, c'est que les gens ne viennent pas dans les bibliothèques parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans les bibliothèques. Pour venir dans une bibliothèque, vous devez savoir ce que vous allez y trouver. Et si rien ne présage de ce que le titre que vous recherchez se trouve là, vous ne viendrez pas. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à tout citoyen béninois et même depuis l'étranger de pouvoir consulter nos collections. Les collections, c'est par exemple lorsque vous prenez des livres dédiés aux jeunes, ça fait une collection, les livres de sciences, ça fait une collection, ainsi de suite. Donc, nous voulons maintenant réorganiser, moderniser et diffuser les collections pour pouvoir créer de l'attractivité au niveau de la Bibliothèque nationale et de l'ensemble du réseau de lecture. Bertin Korovi n'a plus de soucis à se faire, recherché par la justice pour ses antérieurs propos de haine envers le président Patrice Talon. Le président de l'Alliance Iroko jouit d'une parfaite liberté depuis son retour au pays. Il a affirmé que l'affaire est vidée. Écoutons sa réaction. Le non-lieu prononcé à mon égard par la justice béninoise me convainc de ce que la justice béninoise ne cherche pas à arrêter le citoyen, à le priver de liberté, mais la justice béninoise cherche en réalité à protéger le citoyen contre lui-même s'il est en erreur, mais à protéger la société contre lui s'il est un danger pour la société. Et je reste convaincu, et la preuve par 9 est mon propre cas,
que quand vous pouvez justifier certains propos que vous avez tenus, qui peuvent être équivoques, eh bien, le juge est aussi un être humain qui écoute, qui analyse et en son âme et conscience prend sa décision. J'ai été écouté par 3 fois par la justice béninoise et voilà, mettant les uns après les autres mes audios, j'en ai fait au moins 3000, le juge a estimé qu'il n'y avait pas matière à me mettre en prison parce qu'on aurait dit que j'incitais à la violence. Je crois que personne n'a plus appelé à la paix et à l'apaisement plus que moi, Bertin Kouovi. Donc certainement que tout ceci a joué dans la décision du juge. Et puis, l'organisme qui m'accusait d'appeler à la violence et à la haine n'a jamais produit un début de preuve dans sa dénonciation à la justice. Voilà, je suis tranquille, je suis heureux et je félicite la justice béninoise pour son travail. Communément appelés racoleurs, ils sont présents sur les gares routières. Leur activité consiste à aider les conducteurs à faire le plein de passagers. Comme dans tout métier, les racoleurs rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier. Carnot François Ngbedenrito et Fiacre Voitan ont réalisé un reportage sur les risques liés à ce métier. Suivez. Longtemps considéré comme une activité illégale, le métier de racoleur s'est définitivement installé sur les gares routières. Le racoleur a pour rôle d'aider les passagers qui désirent prendre un taxi de parvenir à leur fin, moyennant de l'argent de la part des conducteurs de taxi. Il est donc différent de l'agent chargeur. Il y a nos collègues qui ont le permis et qui n'ont pas de boulot, qui nous aident à faire le chargement. On les appelle les agents chargeurs. Et il y a les gens qui n'ont pas le permis et qui nous cherchent des passagers. Ceux-là vont au bord de la voie, au bord du marché pour nous amener les passagers. C'est les agents racoleurs. Si les clients sont arrivés avec leur bagage, s'ils déposent, c'est les racoleurs qui suivent ça. C'est un métier qui présente plusieurs risques, comme nous le confirment ici des racoleurs et chauffeurs rencontrés sur le parc automobile du marché international d'Antokpa. Le métier est un métier à risque. Quand il y a perte de bagages, ça devient pour nous une dette à payer. Les peines, ils ont mal au rein. Ils ont mal au rein. De telle enseigne que de temps en temps, on cotise pour les envoyer. En plus de ces difficultés, celle liée à la rémunération est également évoquée. Quand nous travaillons avec eux, nous sommes parfois à coup de force car le métier demande d'être fort physiquement. Le pire est qu'on ne gagne pas beaucoup. Il faut que les chauffeurs trouvent avant de leur donner. Si entre-temps, tu fais un chargement de 2000, de 3000, on leur donne 100 francs. Supposons qu'ils sont 5. Le soir, ils se retrouvent avec 1500 qu'ils vont partager. Les racoleurs, si ils te font un chargement de, par exemple, de 4500 francs maintenant ou bien de 4000, tu les payes 500 francs. Malgré ces difficultés, les jeunes s'adonnent à ce métier sur nos parcs, bien qu'il soit un métier à risque. Caractérisé par des odeurs désagréables, la mauvaise haleine est un mal qui touche beaucoup de personnes de toutes catégories. Nous sommes intéressés aux causes du mal et les solutions adéquates pour avoir une haleine fraîche dans ce magazine consacré à l'hygiène bucco-dentaire que je vous invite à suivre. C'est une réalisation de Clémence Tonoucoin, Espérancia Adancon. Une mauvaise hygiène de la bouche et des dents est la cause la plus connue pour expliquer la mauvaise haleine. Et pourtant, il en existe plusieurs autres. La mauvaise haleine, ou scientifiquement appelée halitose, a plusieurs causes. Ça peut être causé par les sinusites, ça peut être causé par le reflux gastrique, ou ça peut être causé par des affections bucco-dentaires. La présence d'une carie dentaire peut donner une mauvaise haleine.
La présence de tartre dans la bouche peut donner une mauvaise haleine. La présence d'un foyer infectieux dans la bouche peut donner une mauvaise haleine. L'entretien bucco-dentaire est individuel et la brosse à dents se change à volonté. Pour entretenir son hygiène bucco-dentaire, principalement, il faut tenir à se brosser 1 et 2 fois par jour, minimum. Une fois le matin et une fois le soir aussi. On doit au moins se brosser 2 fois par jour pour être propre. Pendant 3 semaines, c'est déjà trop. 3 semaines. Si on l'utilise pendant 3 semaines, on peut le jeter. Moi, je n'ai pas un temps fixe. Mais si je vois que ça commence à se dégrader, je change. Je n'attends pas que tout s'abîme ou bien les fils là commencent à s'enlever d'abord avant de changer. Pour la chirurgienne dentiste, l'hygiène bucco-dentaire s'observe par brossage des dents après chaque repas ou tout au moins 2 fois dans la journée. C'est le brossage qui est primordial. Quand vous vous brossez bien avec la meilleure technique, c'est déjà bien. Maintenant, l'alimentation doit être équilibrée. Il faut éviter les biscuits, les bonbons, les trucs qui ont de gomme et qui collent là. Il faut les éviter. Ou, quand on le prend, il faut immédiatement se brosser les dents. Ou immédiatement rincer la bouche avec de l'eau. Et visiter le dentiste au moins 1 fois par an pour qu'il détecte à temps les caries qui se forment. La mauvaise haleine, pour l'éviter, ce n'est pas la prise des bonbons qui va éviter qu'on ait une mauvaise haleine. C'est plutôt les pratiques que j'ai citées tout à l'heure, le brossage, le détartrage et consorts. Donc, dire qu'on va prendre des bonbons pour éviter la mauvaise haleine, c'est pas évident. La brosse à dents utilisée à durée indéterminée ou encore la stériliser à l'eau chaude sont des pratiques que déconseille la chirurgienne dentiste. Chaque brosse à dents doit être changée au bout d'une période d'au plus 3 mois. La connaissance des techniques de brossage des dents est nécessaire pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Bon, d'habitude, en général, on a l'habitude de se brosser comme ça. On fait ça pour se brosser les dents. Mais ce n'est pas la bonne technique. Pour se brosser les dents, on divise la bouche en 4 cadrans. La mâchoire supérieure en 2 cadrans. On va des dents qui sont derrière, des dents postérieures aux incisives. Ça fait le premier cadran. Le deuxième cadran, ça va de là à là. Le troisième, de là à là. Et le quatrième, de là à là. Donc, il faut se brosser par cadran pour ne pas se perdre. On pose la brosse sur la gencive. Il faut un angle de 45 degrés. Et on fait ce mouvement-là. Quand c'est en haut, toujours de la gencive vers la dent. Et on le fait jusqu'au premier cadran. L'intérieur aussi, il faut faire la même chose. Toujours de la gencive vers la dent. Mais là, il faut le faire plusieurs fois. Maintenant, les surfaces occlusales, les surfaces des dents, là, il faut faire ça. Maintenant, quand on va en bas, il faut faire la même chose. Toujours de la gencive vers la dent. Mais cette fois-ci, ça fait du bas vers le haut. Et il faut consacrer au moins 30 secondes à chaque cadran. Donc ça ferait au moins 2 minutes pour le brossage. Maintenant, pourquoi on demande de brosser verticalement? Quand vous vous brossez comme ça, les soies de la brosse passent entre les dents et éliminent les débris alimentaires. Maintenant, quand les débris restent, on a l'habitude parfois d'utiliser les piques-dents, ce qui est déconseillé. Il y a les brossettes interdentaires ou les fils dentaires à la pharmacie. Et pour l'utiliser, on fait juste ça, on enfonce à l'intérieur et on fait ça. Ça sort. Là, ça ne traumatise plus la gencive. Le médecin exhorte les parents à brosser les enfants de moins de 6 ans. Chaque individu doit faire 1 fois l'an le détartrage et ceci chez un dentiste. En interactualité, il y a un an au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par la junte militaire qui a pris le pouvoir. 9 mois après, le pays connaît un nouveau coup d'État, une instabilité politique condamnée par les puissances étrangères, dont la France, qui décide de mettre un terme à l'opération Barkhane au Sahel. Retour sur ces événements dans ce sujet que je vous invite à suivre. Il y a un an, le 18 août 2020, la junte militaire renverse le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta après plusieurs mois de manifestations dirigées contre l'exécutif. Celui qu'on surnomme Ibeka est accusé de corruption et d'immobilisme face à l'insécurité galopante qui règne dans le pays. Le président déchu et son premier ministre sont conduits par les soldats au camp militaire de Kati, dans le nord-ouest de Bamako.
Après ce putsch, le colonel Assimi Goïta est porté au pouvoir par l'organe politique de la junte, le Comité national pour le salut du peuple. De son côté, la communauté internationale condamne le coup d'État et réclame le retour d'un gouvernement constitutionnel. Le 21 septembre 2020, la junte sous pression internationale s'engage à une transition vers un pouvoir civil et se donne un délai de 18 mois. Le poste de président de transition est confié à l'ex-ministre de la Défense Bandao et le colonel Goïta devient donc vice-président de la transition. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Wane, est alors chargé de former un gouvernement constitué le 5 octobre avec des militaires aux postes clés. À la suite d'une contestation grandissante dans les rues, Wane présente la démission de son gouvernement le 14 mai 2021 avec l'espoir d'en former un nouveau. Écarté des portefeuilles primordiaux, la junte militaire frappe à nouveau avec l'éviction de Bandao le lundi 24 mai 2021. Le président de transition et le premier ministre Mokhtar Wane sont arrêtés. Le colonel Assimi Goïta assure que de nouveaux horizons politiques sont en vue pour 2022. L'Union africaine, la France et l'Union européenne condamnent fermement le nouveau coup de force de la junte militaire, 9 mois seulement après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. En coulisses, malgré la dissolution du CNSP, la junte militaire tient les rênes du pays. Le 11 juin 2021, le colonel Assimi Goïta forme un gouvernement et attribue à son équipe militaire des postes clés. Le 30 juillet, le Premier ministre Choguel Maïga présente son plan d'action comprenant notamment des élections présidentielles et législatives qui doivent marquer la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel prévu en 2022. Dans un contexte politique fragile, Emmanuel Macron annonce alors le désengagement militaire de la France au Sahel. Paris préfère miser sur les forces spéciales européennes Takuba pour prendre le relais de la force Barkhane. Olivier Dubois, le seul otage français au monde, est détenu depuis plus de 4 mois au Mali par le GSIM, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Leur chef, Iyad Ag-Ghali, a récemment salué la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Selon lui, le retrait des troupes américaines et l'arrivée des talibans est un modèle à suivre pour le Mali. Bams Mbouye Cissé, membre du Conseil national de transition du Mali, parle ici des conditions pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Mali. Suivez. Oui, mais il y a des préalables à cela. Comme le Premier ministre l'a dit lui-même et beaucoup de Maliens le disent, l'élection n'est pas une fin en soi. Devons-nous faire une élection pour avoir un pouvoir illégitime, vu que 70% du territoire est occupé, la diaspora malienne n'est toujours pas comptabilisée et enrôlée pour lui permettre d'avoir ses représentants dans le futur Parlement, ses futurs députés. Donc, allons-nous faire comme sous l'ère Ibeka, faire élire un président avec 1,8 million de Maliens sur 20 millions? Est-ce là une véritable démocratie? On a connu combien de coups d'État depuis l'indépendance? Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut d'abord doter les pays d'institutions fortes, d'institutions valables et respectées par la totalité des Maliens. Vous savez, un coup d'État n'est pas anodin. Généralement, nous, dans les pays occidentaux, nous condamnons de facto et par principe les coups d'État, mais peut-être qu'il faudrait surtout condamner les causes du coup d'État au lieu du coup d'État. En Afghanistan, après la prise du pouvoir ce dimanche, les insurgés veulent mettre en place une organisation. Ils ont tenu ce mardi une première conférence pour rassurer sur leur intention. Un retour à la normale après plusieurs jours chaotiques. Dans les rues de la capitale afghane, le pouvoir des talibans se met en place, avec encore beaucoup de questions en suspens, notamment sur la place des femmes dans cette nouvelle société, dans laquelle les libertés acquises depuis 2001 pourraient être remises en cause. Mais les talibans ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. Lors de leur première conférence de presse ce mardi, ils ont tenté de rassurer la population. Nous sommes liés par les droits des femmes qui ont été donnés par la charia. Nos sœurs et nos mères recevront tous les droits qu'Allah leur a donnés. Les femmes font partie de la société. Les femmes pourront travailler dans différents secteurs dans le pays, tout en respectant la charia. Les femmes pourront travailler dans l'éducation, la santé et d'autres secteurs où elles joueront un rôle actif. Des déclarations qui restent cependant à nuancer, selon les Nations Unies, qui ont récolté des rapports sur les violences faites en Afghanistan ces dernières semaines. Les droits des femmes sont loin d'être respectés.
Des rapports effrayants de violations des droits de l'homme et de restrictions des droits individuels, en particulier ceux des femmes et des jeunes filles dans certaines parties du pays, ont été enregistrés au cours des dernières semaines. Nous continuons à recevoir de tels rapports. Les inquiétudes portent également à l'international sur la menace que le pouvoir taliban pourrait représenter au-delà des frontières afghanes. Mais là encore, les insurgés ont tenu un discours sécurisant. Nous assurons au monde entier, y compris à l'Amérique, que du territoire afghan ne partira aucune menace pour aucun pays, y compris les pays voisins de la région. Nous tenons à assurer à tous que nous ne permettrons pas que le territoire afghan soit utilisé contre les pays voisins ou contre d'autres pays. Tous les autres pays devraient donc se sentir satisfaits et confiants quant à cet engagement de notre émirat islamique. L'apaisement dans les propos, mais aussi dans les faits. L'arrivée des talibans ce dimanche à Kaboul a provoqué des scènes de panique dans la capitale afghane, à tel point que l'aéroport a été envahi par une foule prête à tout pour fuir le retour au pouvoir des djihadistes. Si les rapatriements ont pu reprendre dans la nuit de lundi à mardi, bon nombre de ressortissants étrangers sont encore présents dans le pays. Mais les talibans se sont engagés à les laisser partir. Les talibans nous ont informé qu'ils étaient prêts à protéger le passage des civils vers l'aéroport et nous comptons leur faire respecter cet engagement. Nous pensons que cela peut durer jusqu'au 31 août. Nous sommes en train de discuter avec eux du calendrier exact et de la façon dont tout cela va se dérouler. Si les ressortissants étrangers peuvent quitter le pays, cela semble plus compliqué pour la population locale. Berlin a ainsi affirmé ce mardi que les talibans entravaient le départ des Afghans avec des postes de contrôle placés autour de l'aéroport, où les seules personnes autorisées à entrer seraient les étrangers, mais en aucun cas les citoyens afghans. La situation en Afghanistan inquiète la communauté internationale. Joe Biden et Boris Johnson ont convenu de convoquer une réunion du G7 la semaine prochaine. Objectif, discuter d'une stratégie et d'une approche commune. Le chef de la diplomatie européenne a reconnu la victoire des talibans. Il faudra discuter avec eux, a-t-il assuré. J'y vais. Nous devons veiller à ce que la nouvelle situation politique créée en Afghanistan par le retour des talibans ne conduise pas à un mouvement migratoire de grande ampleur vers l'Europe. Et nous devons assurer la coordination entre les États membres de l'Union européenne et les pays de transit. Ce sera une priorité dans notre agenda et nous devons soutenir les pays de transit et les pays voisins de l'Afghanistan. L'état d'urgence sanitaire prolongé au Japon face à un nouveau pic de contamination à la Covid-19. Le pays enregistre 10 fois plus de cas quotidiens qu'il y a un mois. À Tokyo, le système soins au bord de l'écoulement aux fautes de lits et de soignants. Suivez. 20 000 contaminations en une journée. Un variant Delta plus que jamais présent dans les hôpitaux nippons et un taux de vaccination trop faible selon les autorités sanitaires locales. Le Japon peine à surmonter cette 5e vague de contamination. L'état d'urgence sanitaire, initialement prévu pour prendre fin le 31 août prochain, a finalement été prolongé jusqu'au 12 septembre et étendu à 13 départements sur les 47 que compte l'archipel. Un autre dispositif, moins contraignant, est mis en place pour 16 autres. Au total, les restrictions concernent près de 60% du territoire. Le variant Delta sévit partout dans le monde et la propagation exceptionnelle de l'infection se poursuit au Japon. Le nombre de personnes gravement malades augmente rapidement et le système médical se trouve dans une situation très difficile, en particulier dans la zone métropolitaine de Tokyo. Nous allons promouvoir des mesures en 3 axes, la construction d'un système médical, le contrôle approfondi des infections et la vaccination. Fermeture des restaurants après 20 heures, des restrictions concernant l'alcool et les déplacements non essentiels, des mesures mises en place par les autorités locales mais qui sont de moins en moins respectées par la population et critiquées pour leur manque d'efficacité. Une défiance qui vient s'ajouter à une campagne de vaccination au ralenti. À ce jour, moins de 40% des Japonais ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Mais l'impact le plus important de cette 5e vague pourrait bien être économique.
9,33 milliards d'euros de pertes sont envisagées et 66 000 emplois pourraient être détruits. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.